La visite de Kim Jong-un en Russie, à bord de son train blindé qui ne dépasse pas les 60 km/h, faisait immanquablement penser à l'un des premiers James Bond, Bon baiser de Russie. L'Occident a désormais ses deux méchants, Kim et Poutine, qui ressemblent fort aux méchants contre lesquels James Bond sort toujours victorieux. Alors, seule petite différence, c'est que Joe Biden ne ressemble décidément pas à James Bond. Plus sérieusement, il y a une logique à cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord. Officiellement, il n'y a eu aucun accord, pour la simple et bonne raison que la Corée du Nord est sous sanction de l'ONU, sanction que la Russie avait votée. Officieusement, il y a bien accord. La Russie, dans sa guerre avec l'Ukraine, consomme énormément de munitions et elle doit remplacer les tanks et les pièces d'artillerie détruites. Son économie s'est progressivement reconvertie en économie de guerre, mais il lui faut trouver d'autres sources d'approvisionnement. Or, la Corée du Nord est un arsenal. Le pays est exsangue, mais ses forces armées, qui absorbent une partie du maigre budget national, ont des stocks considérables de matériel et de munitions. C'est cela que Poutine et Kim ont négocié. La livraison de matériel qui sont aux normes de l'armée russe, puisque ce sont les soviétiques qui fournissaient autrefois la Corée du Nord. On estime que Pyongyang a en stock plus de 10 000 pièces d'artillerie de moyen et gros calibre et des dizaines de millions d'obus. En contrepartie, la Russie pourrait livrer de la nourriture et des technologies qui permettront à Kim Jong-un de parfaire son arsenal balistique et nucléaire. Mais une Corée peut en cacher une autre. Car ce que l'on oublie, c'est que la Corée du Sud est, elle aussi, pourvoyeuse de matériel et de munitions pour l'Ukraine. La Corée du Sud, ne voulant pas détériorer encore un peu plus ses relations avec Moscou, n'exporte pas officiellement de matériel militaire à usage létal vers l'Ukraine. En revanche, ces matériels et munitions, qui se trouvent être aux normes de l'OTAN, sont vendus à l'armée américaine qui les réexporte vers le théâtre d'opération ukrainien. Cela évite à l'armée américaine de trop puiser dans ses stocks. Les deux Corées deviennent donc des bases arrières du conflit ukrainien en approvisionnant les deux adversaires. Et ce, pour une raison simple. Les deux Corées sont toujours en guerre depuis 1953. Il y a eu un armistice, mais le 17e parallèle est depuis 70 ans un des points chauds du globe. La Corée du Nord s'est surarmée avec l'appui plus ou moins important de la Russie et de la Chine selon les époques. Mais la Corée du Sud est également surarmée. Aujourd'hui, le budget militaire de la Corée du Sud est pratiquement le même que celui de la France, 45 milliards d'euros. Cela représente 2,8% de son PIB contre 1,8% pour la France. Le pays compte 600 000 soldats pour un peu plus de 50 millions d'habitants. Pour mémoire, la France en a un peu plus de 200 000. Depuis plusieurs années, l'industrie d'armement sud-coréenne devient un acteur majeur. Elle est au 7e rang mondial et entend devenir très vite le 4e exportateur mondial d'armement. Le contrat de 15 milliards de dollars signé il y a quelques mois avec la Pologne témoigne de cette percée. Les Coréens du Sud fabriquent et exportent des chars, des obusiers automoteurs, des avions de combat légers. Ils les produisent vite et pas très cher. Ils sont donc compétitifs, même si ces armements n'ont peut-être pas toute la sophistication des matériels occidentaux. Mais l'Europe n'a plus de stock à livrer aux Ukrainiens et les Américains ne veulent pas non plus trop puiser sur leurs stocks qui ne sont pas si importants que cela. Russes et Occidentaux n'avaient sans doute pas prévu que le conflit en Ukraine ressemblerait plus à la guerre de 14-18 qu'aux autres conflits. Une guerre de tranchées, une guerre où le feu tue et mutile, une guerre qui consomme hommes, matériel et munitions à un niveau que personne n'avait prévu.